Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que la dernière vidéo vous aura plu. Cette histoire que je vais vous conter aujourd'hui n'est pas de moi, c'est l'étrange rendez-vous qui me l'a écrite et en plus il y a participé, donc merci beaucoup. Je remercie aussi Creepy Stories qui m'a prêté gentiment sa voix. Donc voilà, si vous les connaissez pas, allez sur leur chaîne, mais je pense que vous les connaissez mieux que moi. Allez, cette fois je vous laisse avec l'histoire du jour. J'adore lire. J'aime voir les mots s'entrelacer, jouer avec les sens, nous ouvrir les portes d'autres univers. C'est cette passion de la lecture qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je ne sais plus depuis quand j'ai cet amour pour cet art. Ça doit remonter à mon premier souvenir, je crois. D'ailleurs, en grandissant, ça m'a souvent valu d'être à l'écart. Les autres enfants de mon âge, eux, voulaient jouer aux cow-boys et aux indiens, ou bien aux billes et aux pogs. Moi, j'arpentais les terres dévastées de H.P. Lovecraft et encore de bien d'autres dystopies. Mais je pouvais également être un chercheur en quête de trésors ou tout simplement rassasier ma soif de connaissances. Déjà, à ce moment-là, je me sentais différente des autres, mais ça me convenait. Ils étaient limités par leur imagination alors que moi, j'avais celui de centaines d'écrivains pour m'évader. Et l'écart entre eux et moi a continué de se creuser, du collège en passant par le lycée. Rien ne pouvait étancher mon amour des mots. Mais je me suis perdue en chemin. Moi qui rêvais de lire toutes les histoires du monde, je suis devenue une simple gratte-papier d'une maison d'édition. Quand je fus acceptée à ce poste, je me suis dit qu'avec ma passion débordante pour la littérature, je monterais les échelons tellement vite qu'en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, j'allais être à la tête de cette maison d'édition, et enfin pouvoir combler ce vide abyssal qui me ronge. Mais comme dans toute bonne histoire, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je pensais détrôner mon boss en 3 ans seulement. J'ai mis 10 ans pour prendre la tête de la boîte, 10 ans à hanter ses murs. Et sans un coup de pouce du destin complètement inespéré, je n'y serais jamais arrivé. Tout a commencé en juillet 2012. En général, à cette époque de l'année, les maisons d'édition bouclent leur rentrée littéraire et donc ne traitent pas les nouveaux manuscrits avant novembre. Voire les jettent, tout simplement. Et en ce mois de juillet, rien ne divergeait. Monsieur Legrand, le directeur de l'entreprise, jetait les manuscrits sans en avoir lu plus de 2 lignes. Parfois, il les passait dans la déchiqueteuse, et parfois non. J'ai pu sauver des centaines de titres à succès potentiel au fil des années. En général, je les gardais pour moi. Et quand ils étaient bons, je les mettais au-dessus de la pile. Je savais exactement comment faire pour que mes petits créateurs d'histoires soient publiés. J'attendais que Monsieur Legrand prenne son café, puis sa secrétaire. Quand je la voyais sortir en se recoiffant, je savais qu'au plus tard, 3 minutes après, il sortait le torse gonflé, le ventre bedonnant, tout fier de montrer sa supériorité de mâle alpha à tous les autres hommes des 2 étages que comprenait le service. Quand il revenait de son petit tour, il approuvait systématiquement les 4-5 premiers textes de la pile. Ça ne faisait jamais exception. Toutes les semaines, c'était le même ballet, encore et encore. Puis un jour, j'ai repéré 3 manuscrits d'un seul et même auteur. Ce fut une révélation. Je n'avais jamais vu autant de talent pour manier les mots. Je n'avais plus ressenti cette excitation de la découverte depuis au moins le collège. Je n'arrivais pas à voir les limites de ses créations. Plus que jamais, il fallait qu'il soit publié. Il devait absolument écrire le best-seller de ce siècle. J'ai donc logiquement attendu tout d'abord le café, puis la secrétaire bien évidemment, mais aucun des deux n'est arrivé jusqu'au bureau du boss. J'ai remué toute l'entreprise pour savoir ce qu'il en était, et il se trouve que cette garce est en arrêt pour une grossesse non désirée. S'il n'a pas sa dose, il ne validera jamais ses textes. Je peux pas me le permettre, m'étais-je dit à ce moment-là. Les jours suivants, j'ai embauché des jeunes filles dans un bar pour qu'elles aillent le voir dans son bureau, le tout en prétendant être des stagiaires. Le connaissant, il ne refuserait jamais l'appel de la chair fraîche. Et pourtant, elles sont ressorties, mais lui est resté dans son antre de perversion. Il n'a pas fait le tour des bureaux comme à son habitude. J'ai attendu un peu et j'ai rejoint les filles qui prenaient leur clope dehors. Elles m'ont assuré qu'il ne les avait pas touchées. Alors j'ai utilisé ce qu'on apprend dans les livres d'espionnage. En remontant, j'ai laissé traîner mes oreilles et j'ai su que sa femme aurait appris pour la grossesse de la secrétaire, et donc le menaçait de divorce s'il continuait ses écarts. Ça pouvait pas être pire en tout cas. C'est ce que je pensais à ce moment-là. Je n'arrivais pas à me décider sur la façon d'agir. Puis sans même que je m'en aperçoive, je suis rentrée dans son bureau. J'ai toujours pensé qu'il utilisait une technologie extrêmement sophistiquée pour cacher ce qu'était vraiment cet endroit quand il le quittait. Mais non, tout était à sa place comme à chaque fois. Sauf que cette fois, il était là. Je pouvais voir dans son regard un mélange d'incompréhension et d'énervement. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites là? J'étais subjuguée par l'aisance avec laquelle il arrivait à me projeter ses postillons.
et en une fraction de seconde, je me voyais déjà esquiver cette rafale comme Neo dans Matrix. Je suis Alicia Pointu. Je travaille au... Peu importe qui vous êtes, je vous ai pas demandé votre biographie. Qu'est-ce que vous venez foutre dans mon bureau sans frapper? Il n'avait plus de postillon, je crois. Enfin, j'ai pensé ça parce que sa tête devenait écarlate. Et si je ne répondais pas très vite, la prochaine salve pourrait bien m'atteindre, malgré la distance qui nous séparait. J'ai soufflé un grand coup. Puis j'ai repris la parole. Excusez-moi, monsieur Legrand. Il se trouve que j'ai un manuscrit très prometteur à vous proposer. Il s'est mis à rire à gorge déployée, s'est arrêté, m'a regardé droit dans les yeux et a repris de plus belle. Vous ne manquez pas d'aplomb, mon jeune ami. Très bien, amenez-moi cela, je l'examinerai plus tard. Maintenant, retournez bosser, je ne veux plus vous voir. Je l'ai écouté et je suis reparti sans me faire prier. Le soir venu, il me faisait appeler. Je pensais sincèrement que j'allais me faire virer. Mais au lieu de ça, il m'a demandé d'où je tenais ses écrits. Je ne pouvais évidemment pas lui répondre. J'ai donc dit que c'était un ami à moi qui les produisait. Il m'a alors fixé et a juste acquiescé puis est reparti. Dites à votre ami que j'attends une maquette d'un roman pour le mois prochain ou plus tard. Impossible, je ne savais même pas qui était l'auteur. Alors aller jusqu'à lui demander d'écrire une ébauche de roman en un mois à peine, ça me paraissait totalement inconcevable. J'ai dû laisser au moins une bonne centaine de messages sur autant de forums d'écrivains en herbe. J'ai bien sûr laissé mon adresse mail dans tous mes messages, dans l'espoir que celui que je cherche me contacte. Et des mails? J'en ai eu. Oh ça oui. Des écrivains autopubliés qui se prenaient pour des prix grand cours, mais rien d'autre. Enfin, jusqu'à ce qu'un matin, un mail me parvienne. Il provenait d'une adresse un peu farfelue, mais les plus grands artistes le sont souvent, non? Mais ce qui m'a convaincu, c'est tous les détails qu'il donnait sur l'histoire. Pas d'erreur possible, il était l'homme que je recherchais. Nous avons convenu d'une rencontre, puis d'une autre, et encore, et encore. J'ai un peu honte de l'admettre, mais petit à petit, mon admiration pour mon interlocuteur s'est transformée en amour. Il était drôle, d'une gentillesse incroyable, et très cultivé. Il était encore tellement de choses à la fois. Enfin, il était juste lui, quoi. Notre première rencontre était tout à fait épique d'ailleurs. J'étais arrivé au point de rendez-vous, un café dans la vieille ville. J'étais pressé de rencontrer celui qui savait manier les mots avec tant d'aisance. Je me suis installé à une table, le serveur venant me demander fréquemment si je voulais autre chose qu'un café. 30 minutes étaient passées et je ne voyais toujours rien à l'horizon. Quand soudain... Hey, bonjour. Vous devez être celle que je suis venu voir. Je m'appelle Colline, enchanté. Bonjour monsieur, ne perdons pas de temps en formalités inutiles. Je suis assez pressé. Avez-vous le manuscrit que je vous ai demandé? Non, Je vous demande pardon. je plaisante. Mais quel est votre nom déjà? Ah, pardon monsieur. Vous pouvez m'appeler Alicia. Suite à ça, nous avons beaucoup parlé. Il était réellement charmant. Mais ce qui m'impressionnait le plus chez lui, c'était son aisance. Le serveur lui-même devait être impressionné. Il n'osait même pas le regarder. J'ai rarement autant ri qu'à cette rencontre. Il avait décidément tout d'un artiste. Il était dégingandé, enfin je veux dire, qui met un pantalon 3 fois trop grand, le tout serré avec une ceinture orange fluo. Mais bon, je l'aimais comme ça. Dès que j'ai pu et que j'ai été seule, j'ai lu la maquette de son œuvre. C'était tellement incroyable. Le thème lui-même était suffisamment original pour captiver le lecteur, mais l'intrigue était d'un niveau encore supérieur. L'histoire était celle d'un homme voulant écrire le meilleur roman possible. Néanmoins, il était réellement le seul à croire en lui-même, et aucun éditeur ne voulait lire ne serait-ce qu'une ligne de ses œuvres. Finalement, le personnage principal décide de monter sa propre maison d'édition et de faire éditer son œuvre. Alors qu'il commençait tout juste à remonter la pente, il meurt d'un cancer foudroyant, laissant l'univers qu'il avait créé inconnu. Ce n'est que bien des années plus tard qu'un autre auteur fit publier le manuscrit sous son propre nom. Ce dernier connut ainsi un succès planétaire. Fin de l'histoire. En terminant ce récit, je n'avais plus de voix. Mes yeux, eux aussi, s'étaient taris. Je crois bien que j'ai pleuré tout ce que je pouvais en lisant son œuvre. En lisant cela, même Monsieur Legrand craquerait et en ferait sa publication phare. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand j'ai pu amener l'œuvre à ce prétendu directeur de maison d'édition, il m'a ri au nez. Il a même osé traiter ce texte magistral de torchon. À ce moment précis, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis approché de lui et je l'ai giflé avec toute la force que je possédais. « Mais elle est tarée, cette morue !» a-t-il hurlé avant de se jeter sur moi. Cette espèce de gros sanglier m'a frappé jusqu'à ce que j'en perde presque entièrement connaissance. J'étais plaqué au sol, seul, face à un type qui faisait pas loin de 2 fois mon poids. Je serais sûrement morte aujourd'hui.
si un collègue attiré par le bruit n'avait pas ouvert la porte de ce stupide bureau. Ça a distrait l'autre gros porc juste assez longtemps pour que je puisse me saisir d'un buste en métal qui était tombé au sol en même temps que moi. Et en quelques secondes, après m'en être servi pour l'écraser sur sa tête, cette ordure laissait enfin s'échapper son dernier souffle. Sans le témoignage de mon collègue, je serais sans aucun doute passé par la case prison, et ça aurait été la fin pour moi. Par la suite, j'ai tenté de contacter Colin, mais en vain. Alors que je pensais ne jamais le revoir, une lettre très spéciale m'est parvenue. Elle est arrivée exactement 1 an après que je sois placé à la tête de la maison d'édition. C'était une très jolie lettre manuscrite, même si son enveloppe en feuilles d'or annonçait déjà que son contenant était incroyable. Mais j'étais à 100 000 lieues de me rendre compte à quel point les mots que j'allais lire allaient changer ma vie à tout jamais. Colin venait de m'écrire un message plein de révélations, et il est grand temps que je vous en fasse part. Chère Alicia, voilà 1 an que tu as pris la tête de cette maison d'édition. Ton rêve s'est enfin accompli. J'espère sincèrement que tu aimes ta nouvelle vie. Je sais que tu as cherché à me retrouver pendant longtemps. Malheureusement, je ne pouvais pas te donner de nouvelles avant aujourd'hui. J'ai des choses terribles à t'annoncer. Mais je pense que tu t'en doutes déjà. Alicia, je vais mourir. Enfin, plus précisément, je vais cesser d'exister. Tout ce temps, j'ai veillé sur toi. Et je devais le faire encore jusqu'à ta mort. Mais je suis intervenu dans ta vie pour la bouleverser un peu. Je n'en avais pas le droit. Mais te regarder t'évertuer à accomplir ton destin en sachant que jamais tu ne le pourrais, je ne pouvais plus le supporter. Très chère Alicia, réalise tous tes rêves. Et s'il te plaît, écris-moi des nouvelles. Quand tu le feras, envoie-les vers le ciel. Un jour, j'espère que je pourrai te retrouver. Adieu. Les jours qui ont suivi, il a beaucoup plu sur mes joues. Il paraît qu'avec le temps, toutes les plaies se referment. Mais je crois que celle-ci ne guérira jamais. À ce jour, je ne sais toujours pas qui était vraiment cette personne. Est-ce que Colin était vraiment son prénom ? Bref, tout ça n'a plus d'importance maintenant. J'aime penser qu'il était pour moi comme un ange gardien. D'ailleurs, en sa mémoire, chaque semaine, je lui écris une lettre que je laisse voguer au gré des vents. Mais celle que je suis en train de lui écrire sera la dernière. Grâce à lui, j'ai vécu ma vie pleinement. Mais il y a peu, on m'a diagnostiqué un cancer foudroyant. Mon heure est venue. Je le sens. Mais ce n'est pas grave.